Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui peut paraître un peu polémique. C'est savoir si est-ce que le gaullisme, idéologie politique apparue durant le début de la 4ème République après la Seconde Guerre mondiale, est-il une forme de bonapartisme? Avant de vous offusquer si vous trouvez cette question choquante, voyons un peu quels sont les points communs que ces deux idéologies peuvent avoir. Alors, le bonapartisme, c'est une idéologie qui est attachée à un pouvoir personnalisé, un pouvoir fort dans les mains d'une seule personne, s'appuyant sur la légitimité populaire et la gloire militaire. Sur l'aspect du pouvoir fort, Napoléon Ier, qui après sa prise de pouvoir en 1799, avec le consulat, dans lequel il concentrait déjà la plupart des pouvoirs, commandant des armées, nommant le Sénat et le Conseil d'État, sorte de ministère avant l'heure, ayant également des pouvoirs diplomatiques, pouvant convoquer les plébiscites, chose que nous verrons plus tard est extrêmement importante pour le bonapartisme et également pour le gaullisme. Et ce pouvoir de Napoléon Bonaparte allait encore plus se renforcer en 1804 après la proclamation de l'Empire. Quant à Napoléon III, de son côté, d'abord président, élu au suffrage universel, qui disposait également d'un pouvoir important. Chef des armées, nommant le gouvernement, ne pouvant être révoqué, ayant également un rôle diplomatique. Et son pouvoir qui va se renforcer après le coup d'État du 2 décembre 1851. En effet, à ce moment-là, il ne devait pas pouvoir se représenter aux élections présidentielles, puisque les mandats étaient limités à un seul. Il a tenté de faire changer la Constitution pour cela, et y a échoué. Les assemblées ayant refusé de valider la majorité des 2 tiers, majorité nécessaire à l'époque pour changer la Constitution. Donc ces assemblées n'ont pas validé le changement de Constitution qui lui aurait permis de se représenter. Et donc, pour décider de passer outre cette situation, il va mener un coup d'État, l'armée va alors occuper la capitale et il va décréter l'état de siège dans le pays. Profitant de la situation, du coup, pour augmenter ses pouvoirs, assurant le pouvoir législatif par décret et assurant personnellement le rôle de chef du gouvernement. Il va également mener une répression et prendre le contrôle de la presse afin de s'assurer le contrôle de l'opinion. Et il va faire valider ce coup d'État et un changement de constitution qui lui permet d'être à nouveau président pendant 10 ans par un plébiscite une nouvelle fois. Et un an plus tard, il va proclamer l'Empire et une fois encore le faire valider par plébiscite. Et dans ce système d'Empire, il aura un pouvoir encore plus important, puisqu'il sera la tête du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et en grande partie d'initiative des lois. Les parlementaires et tous les fonctionnaires doivent lui prêter serment, donc ils sont tous soumis à l'empereur. Il nomme également le Sénat, le gouvernement, les préfets et garde l'initiative sur l'organisation de plébiscites, sur lesquels il va s'appuyer pour maintenir sa légitimité jusqu'en 1870. Qu'en est-il du gaullisme de son côté, sur cet aspect du pouvoir fort? Quand en 1958 De Gaulle revient au pouvoir et élabore une nouvelle constitution, il va grandement renforcer les pouvoirs du président. Au tout début de la Troisième République, le président avait un certain nombre de pouvoirs, mais qui vont petit à petit être réduits, et globalement, rapidement, il aura été réduit à un rôle plus symbolique qu'autre chose. De Gaulle va changer cette situation, puisque le président désormais nomme le Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée, peut proposer des référendums, même s'il doit être soit avoir l'autorisation du gouvernement, soit de l'Assemblée pour cela, mais il faut dans tous les cas que le président lance l'initiative du référendum. C'est également le commandant des armées, il a des pouvoirs diplomatiques qu'il partage avec le gouvernement, et il peut se doter de pouvoirs exceptionnels en situation de crise. Donc nous avons là 3 exemples de pouvoirs forts dans les mains du président ou empereur ou premier consul, mais en tout cas d'une personne en haut de l'échiquier politique, en haut de la pyramide politique, qui concentre de grands pouvoirs. Mais bon, vous allez me dire, un système politique avec une personne en haut qui a de grands pouvoirs, c'est pas propre qu'au gaullisme, au bonapartisme. Il y a la monarchie, il y a la dictature, il y a tous les d'autres systèmes présidentiels en dehors de France qui ont peur de ce système-là. Donc, est-ce que c'est tout? Non. Non, il y a d'autres points communs. Autre point commun, c'est la légitimité populaire. Les deux Napoléons se sont régulièrement appuyés sur des référendums ou des plébiscites, globalement même nom pour la même chose dans les faits, qui servaient à légitimer leur pouvoir, leur politique menée et le renforcement de leur pouvoir. Comme on l'a vu, les Napoléons, quand ils s'installent l'Empire ou renforcent leur pouvoir, ils font valider cela par un plébiscite. Dans le cas de Napoléon, les plébiscites étaient manipulés, soit par l'absence de vote secret, soit par une énorme propagande d'État, par la propagande, le contrôle de la presse, et l'influence
exercée par les notables qui étaient nommés et sous contrôle de l'Empire, mais officiellement, l'empereur tenait par la légitimité du peuple. Il lui fallait l'appui du peuple pour avoir le droit de régner. De Gaulle, de son côté, il va être le premier, depuis 1870, à organiser un référendum au niveau national. Parce que depuis la fin du Second Empire, la République était assez opposée au référendum. Il y avait des référendums locaux qui ont pu être menés, mais au niveau national, non, pas de référendum. Les choses se réglaient par les élections législatives. Pas de référendum pour qu'une personne puisse en faire appel directement au peuple pour légitimer sa décision personnelle. Il y avait au sein des Républicains, suite à l'expérience bonapartiste, une crainte du référendum. Surtout du référendum d'initiative d'une personne. De Gaulle, lui, va être celui qui va rétablir cette tradition du référendum, et toujours, encore une fois, du référendum de son initiative. Pas d'initiative parlementaire ou d'initiative populaire. Ça, le référendum qui vient des gens, non. Pour le bonapartisme et le gaullisme, le référendum, c'est important, mais c'est le chef qui décide quand on pose des questions et quelles questions on pose, histoire de pouvoir influencer la réponse qui sera donnée. Et donc, du coup, oui, De Gaulle, il va faire valider la Nouvelle République ou la Cinquième République. Enfin, déjà, il aura fait valider la Quatrième République, puis la Cinquième République par référendum, donc c'est lui qui va rétablir cela. Et ça va rester pour lui un outil du pouvoir du président qui va même causer sa chute lorsqu'il va le perdre, puisqu'en 1969, il va organiser un référendum et s'engager à démissionner s'il le perdait, ce référendum. Résultat, il perd ce référendum, il tient sa promesse et démissionne. Et donc, rien que le fait de cette promesse, parce qu'au final, ce référendum n'était pas pour ou contre De Gaulle dans la question qui était posée, mais dans l'idée gaulliste, et dans l'idée bonapartiste également, si un président perd un référendum, il n'est plus légitime. Autre élément de légitimité populaire chez les gaullistes, c'est qu'à partir de 1965, le président est élu au suffrage universel. Premier président élu au suffrage universel depuis 1848, année d'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Encore une fois, un point commun entre le gaullisme et le bonapartisme. Et ce suffrage universel est un argument très fort pour que le président ait autant de pouvoir et autant de légitimité. Autre aspect, l'aspect militaire. Les bonapartistes s'appuient sur la légitimité qui vient du haut fait militaire. Napoléon Bonaparte, c'était un général victorieux, auréolé de gloire après plusieurs victoires. Cette gloire militaire et l'appui de l'armée qui lui a permis d'arriver au pouvoir et de légitimer son statut d'empereur. Quant à Louis-Napoléon Bonaparte, sa légitimité venait du fait d'être le neveu de ce grand général victorieux. Et il s'est lui-même appuyé sur l'armée pour faire son coup d'État en 1851 et pour mener des campagnes militaires pour se redonner du prestige et de la légitimité qu'on ait commencé à en perdre dans l'intérieur du pays. Et c'est une défaite militaire qui va faire s'effondrer son régime. Lorsque le 1er septembre 1870, il perd à Sedan, le régime tombe en quelques jours. Ce qui montre bien là le fort lien dans le bonapartisme entre la légitimité du chef et la gloire militaire. Et chez le gaullisme, on retrouve ça aussi. De Gaulle, c'était un héros militaire. C'était celui qui apparaissait pour beaucoup comme le sauveur de la France après l'épisode de l'occupation. C'était pour beaucoup le libérateur. En tout cas, c'est l'image sur laquelle il jouait. Et c'est cette image-là, cette légitimité donc venant de là, qui lui a permis d'exercer le pouvoir et d'être légitime pour cela. Et avec à chaque fois aussi l'exercice du coup d'État. Coup d'État militaire en 1799 pour installer le consulat, coup d'État en 1851 pour renforcer le pouvoir du président et préparer l'instauration de l'Empire. Et en 1958, il y a eu un coup d'État avec intervention de l'armée pour renverser la 4ème République, qui était bien fragilisée par la crise en Algérie. Le régime de la 4ème République était prêt à tomber. Mais il y a eu un moment un coup d'État pour mettre au pouvoir De Gaulle, et que celui-ci puisse élaborer la constitution qu'il souhaitait. Parce qu'au final, la constitution de la 5ème République a été écrite par De Gaulle et ses proches, puis ensuite soumise au peuple, mais les autres institutions politiques n'ont pas été impliquées dans sa rédaction. Donc, on voit bien là aussi un point commun, c'est l'usage du coup d'État pour arriver au pouvoir. Enfin, autre point commun, c'est
la volonté de dépasser les clivages. En tout cas, la volonté d'afficher un dépassement des clivages, plus dans l'affichage que dans les faits. En effet, le bonapartisme, en effet, c'est une idéologie de droite, c'est conservateur, c'est pour un libéralisme économique, mais pour un conservatisme des mœurs, pour garder un pouvoir autoritaire, le maintien de l'ordre. Mais il se réclame au-dessus des clivages, réclamait ni gauche ni droite, et essayant de réunir des monarchistes et des républicains, ce qui constitue à l'époque le clivage gauche-droite, et réussit donc à amener des gens non monarchistes, certains républicains, certains même aux idées sociales, pouvaient être attirés par le bonapartisme. Le gaullisme, de son côté, a aussi également une idéologie de droite, aussi avec un certain conservatisme social, plutôt libéral économiquement, même si moins que les ultralibéraux, également attaché à l'ordre. Le maintien de l'ordre a toujours été quelque chose d'important au sein du gaullisme, et également, là aussi, se réclamant au-dessus des clivages. Il y a toujours eu au sein du gaullisme un courant se réclamant du gaullisme de gauche. Parce que, là aussi, comme le bonapartisme, le gaullisme cherche à être au-dessus des clivages. Ce qui est logique dans l'idée que ces deux idéologies s'appuient sur la légitimité populaire. Et donc, pour l'avoir, il faut rassembler le plus largement possible le peuple. Et pour cela, il faut apparaître au-dessus des clivages. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux idéologies. Alors, on pourrait dire des différences aussi. C'est que, par exemple, dans le gaullisme, la manipulation du vote est moins poussée, mais elle n'est pas inexistante non plus. Au début de la Ve République, il y avait déjà le contrôle de la presse. La presse et la télévision étaient sous contrôle de l'État, comme la presse sous Napoléon III. Napoléon I, il n'y avait pas encore vraiment de presse développée, donc c'était plus simple. Mais voilà, contrôle des médias, le gaullisme et le bonapartisme, ils font pareil. Manipulation des votes par les notables. Bon, en métropole, ça se faisait plus trop. Mais dans certains territoires ultramarins, les fonctionnaires d'État, ils allaient voir les chefs de villages un peu isolés, genre en Guyane, où il y a des villages qui sont très isolés, où pas mal de gens ne parlent pas forcément français. Mais l'administration française va voir les chefs du village et leur dit pour qui il faut faire voter les habitants. Ce qui fait qu'on a parfois des résultats en Outre-mer assez particuliers. Je vais vous donner quelques petits exemples assez marquants. Par exemple, à La Réunion, où De Gaulle fait 91% des voix au premier tour, ce qui est quand même un score assez impressionnant et assez suspect. Surtout quand on sait qu'au second tour, il fait que 83%. Il recule, comme si il s'était dit bon, on a peut-être un peu trop poussé le vote au premier tour. On va un peu moins truquer au second tour. En tout cas, c'est quand même assez bizarre. On peut citer d'autres résultats en Outre-mer qui eux aussi sont assez particuliers. On a également le cas de Wallis et Futuna qui est là vraiment très, très marquant. Taux de participation au premier tour en 1965 à Wallis et Futuna, 98,77% des voix. Score de Gaulle, 99,56% des voix. Pas du tout un résultat suspect. Donc globalement, en Outre-mer, dans ces territoires, surtout dans certains territoires comme Wallis et Futuna, où les gens sont assez peu, à l'époque en tout cas, renseignés sur ce qui se passe en métropole, c'est l'administration française qui disait pour qui il fallait voter, et il fallait voter pour le De Gaulle. Donc on voit que cet aspect-là de s'appuyer sur l'administration pour faire voter pour qui on veut, ça existe aussi chez le gaullisme. Moins forcément parce que les choses ont évolué, ça rend cela moins possible, mais que ça existe. Et donc pour conclure, je dirais que le gaullisme en soi est une forme de bonapartisme. Une forme de bonapartisme qui s'est adaptée à la République. Le bonapartisme était anti-républicain, il était dans l'opposition au camp républicain, mais comme au final les catholiques l'ont fait en se ralliant à la République après l'appel de Léon XIII en 1892, une partie des bonapartistes se sont ralliés à la République, en cherchant juste à faire une forme de République qui leur sied. Et la Ve République, c'est cette forme-là de République, cette forme de République qui peut aller au bonapartisme. Le gaullisme a fusionné le républicanisme et le bonapartisme pour obtenir le régime dans lequel on vit aujourd'hui. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, que ça ne vous a pas trop choqué cette affirmation, et que je pu soit vous convaincre, soit en tout cas vous faire réfléchir, et je suis ouvert à continuer cette réflexion et en débattre avec vous. Donc les commentaires peuvent être là pour ça. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner. Au revoir tout le monde.